Alors, nous allons changer d'organe, si j'ose dire. On donne la parole à François Schenberg de Reims sur amputation digitale, complication d'un pansement devenu ischémiant, à propos d'un cas. J'ai le texte. Ouais, voilà, c'est bien ça. Bien. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, chers amis, l'observation qui suit a été l'objet d'une expertise judiciaire. Il s'agit de la survenue d'une nécrose étendue du doigt consécutive à un pansement pour une brûlure de la main. Cette observation est particulière. Il existe une très grande discordance entre la nature banale du geste en cause, un pansement, et la gravité de l'évolution. Aucun cas d'évolution aussi dramatique ne serait recensé dans la littérature. Le cas clinique. Une jeune femme de 19 ans et demi, sans antécédent, se brûle la main à son domicile, au contact de l'eau chaude sanitaire d'un robinet vers 17 heures. Le contact est très bref. Celle-ci met ensuite la main sous l'eau froide, puis applique la pommade d'Exeril avec un bandage. Les suites immédiates sont simples. Elle vaque à ses occupations avec une légère sensation douloureuse, mais la patiente passe une nuit paisible. Le lendemain, la jeune femme consulte aux urgences du centre hospitalier local. Elle souhaite seulement se rassurer car la brûlure est indolore. Elle est vue à la 20e heure. On note des brûlures non circulaires et l'absence d'œdème. On réalise un pansement. La douleur est qualifiée de minime. Les photographies prises par la patiente montrent une zone à nu rouge au bord dorsoradial de la main. Tout au plus peut-on noter a posteriori une petite rougeur au bord dorsolatéral du majeur. On lui recommande de revoir le lendemain le service de dermatologie pour le suivi. La nuit suivante se déroule sans problème. La patiente consulte le lendemain comme prévu en dermatologie à la 38e heure. Le pansement montre deux petites zones de peau noire au niveau de la styloïde radiale et la partie distale de la première commissure. Le dermatologue consulté évoque alors un syndrome de Loge et l'adresse au chirurgien de la main. Elle rencontre le chirurgien quelques heures plus tard. Ce dernier note une main gonflée avec une mobilisation active normale des doigts, sans restriction et une coloration normale de la peau. Il signale l'absence de signes en faveur d'un syndrome de Loge, seulement un œdème avec dermabrasion et une nécrose sèche au dos de la main de la première commissure. Le chirurgien réalise un pansement humide par biafine et chlorhexidine avec des compresses entre la base de chaque doigt. Aussitôt après la réalisation du pansement, la patiente n'a pas mal. Il prescrit du sérum pour humidifier le pansement, une antibiothérapie et un rendez-vous de suivi. Quelques heures après, la jeune femme ressent des douleurs dont l'intensité augmente progressivement, ce qui l'amène à consulter de nouveau aux urgences du centre hospitalier à minuit, soit environ 11 heures après avoir été prise en charge par le chirurgien. Elle est vue par l'infirmière d'accueil et d'orientation. Son pansement n'est pas ouvert. On lui donne un antalgique fort. Finalement, elle quitte le service des urgences sans aucune prise en charge par un médecin, semble-t-il, du fait d'un très long délai d'attente. La patiente revoit le chirurgien de la main le lendemain matin, soit 20 heures après la réalisation du pansement. Ce dernier note une bonne évolution de la cicatrice de brûlure initiale, mais il remarque, au niveau de la face dorsolatérale de la première phalange de l'index et de l'auriculaire, l'apparition de lésions de nécrose cutanée de forme ovale. Au niveau des doigts médians, on note par contre une zone de nécrose de forme ovale, circulaire. Au niveau des doigts médians, majeurs et annulaires, donc cette zone globalement circulaire. La partie des doigts en aval de ces zones de nécrose présente un œdème contrastant avec l'absence d'œdème en amont, au niveau de la main. À ce stade, la patiente évoque des difficultés à fléchir les doigts. La vitalité de l'annulaire semble douteuse. La patiente est opérée le jour même avec des incisions de décharge de tous les doigts. On note une thrombose artérielle étendue sur l'annulaire et des thromboses veineuses sur les autres doigts. Le lendemain, l'annulaire est amputé. Les autres lésions sont traitées par des soins locaux. Au 45e jour, il est nécessaire de réaliser une arthrodèse raccourcissante de l'interphalangienne proximale de l'auriculaire et des greffes de peau sur l'index et le majeur.
À distance, près d'un an plus tard, la jeune femme est opérée à plusieurs reprises par un autre chirurgien. Il s'agit de gestes de plastie cutanée et de ténoarthrolyse du majeur à 2 reprises. À 2 ans, on met en place un lambeau de McGregor au niveau du dos de la main. Au dernier recul, seul le pouce est normal. Les doigts longs restants sont raides, notamment au niveau des métacarpophalangiennes, mais sans déformation intrinsèque plus. Enfin, on ne note pas de trouble de la sensibilité. La discussion. Cette observation nous amène à envisager d'une part l'origine de la nécrose des doigts et d'autre part la revue de la littérature. L'origine de la nécrose. Il s'agit d'une nécrose étendue. Pour nous, 6 causes sont possibles. En premier, bien sûr, le syndrome de Loge. Il s'agit du motif du litige. Le syndrome de Loge évoqué par le dermatologue ne permet pas d'expliquer la survenue des nécroses des doigts. La survenue d'un syndrome de Loge est rare en cas de brûlure de la main. On ne l'observe que lorsque l'atteinte est profonde et étendue. Toutes les loges musculaires ne sont pas concernées. Seules ou une ou plusieurs loges sont susceptibles d'être comprimées par un œdème important. En outre, les axes vasculaires assurant la vascularisation des muscles par les artères perforantes sont situés en dehors. Ils ne sont pas affectés par la compression du processus compressif œdémateux. Enfin, à distance, on ne retrouve pas chez cette patiente de signes évocateurs d'un syndrome de Volkmann de la main, à savoir une déformation rétractile en rétroposition-adduction au niveau du pouce ou en position intrinsèque au niveau des doigts longs. L'ischémie liée à la brûlure. Nous avons rejeté cette hypothèse car il s'agit d'une brûlure provoquée par de l'eau chaude d'un robinet avec une exposition très courte. La brûlure initiale ne touche pas les doigts, seulement le bord dorsoradial de la main. Elle n'est ni circulaire ni escarifiée. Les troubles ischémiques apparaissent au 3e jour. Enfin, si des lésions graves avaient été présentes d'emblée, il est hautement probable qu'elles n'auraient pas échappé aux médecins et aux chirurgiens de la main. La survenue de spontanée d'escarres, la jeune fille ne présente aucun élément clinique qu'on observe dans les escarres de survenue rapide. Une nécrose liée aux produits utilisés. La biafine n'est pas associée à des complications cutanées. Si la chlorhexidine peut entraîner des phlictènes, la littérature ne fait pas mention d'ischémie causée par des lésions cutanées d'intolérance. Par ailleurs, une intolérance cutanée aurait également affecté le dos de la main et non les seuls doigts. Une automutilation, aucun élément ne vient corroborer cette hypothèse. Les lésions observées sur plusieurs doigts ne sont pas celles que l'on observe dans les automutilations. Notre hypothèse, il s'agit d'une striction causée par le pansement suffisamment sévère pour entraîner des troubles ischémiques. Le pansement incriminé est malheureusement celui réalisé par le chirurgien qui a examiné la patiente à la demande du dermatologue. Dans les suites immédiates, la patiente n'avait pas mal. Les douleurs apparaissent quelques heures après et leur intensité augmente régulièrement, poussant la patiente à retourner aux urgences du centre hospitalier vers minuit. Lorsqu'elle revoit le chirurgien autour de 9h du matin, soit 20 heures après le pansement, les signes d'ischémie sont hélas présents. La revue de la littérature. Si nous n'avons pas retrouvé de cas semblables dans la littérature, par contre, plusieurs publications rapportent des cas d'ischémie digitale après la réalisation de pansements de doigts. Il s'agit pratiquement toujours d'observations à propos d'un cas. Les complications les plus graves sont notées en cas de pansement élastique qui expose plus facilement à une composante de compression anormale. C'est le cas des pansements tubulaires élastiques de type Tubigrip et Surgifix. Sur les 9 cas publiés, 4 ont requis une amputation. Les travaux expérimentaux suggèrent qu'il s'agit systématiquement d'erreurs de réalisation. Trop de tours de bande, une rotation de plus de 90 degrés lors du changement de sens et éventuellement un effet de striction de type doigtier et japonais, si on tire trop violemment. C'est également le cas pour les bandes élastiques de type cohéban. Ces dernières associent en plus une composante cohésive. Sur les 9 cas publiés, 6 patients ont été amputés.
La particularité de ces cas est liée, d'une part, au fait qu'il s'agissait d'enfants très jeunes qui sont dans l'incapacité à signaler une douleur. Un seul des 5 enfants de la série de Makarevitch présentait des douleurs. D'autre part, il s'agissait chaque fois de pansements refaits par des non-professionnels et malheureusement, généralement, les parents. Les pansements plus classiques non élastiques, donc inextensibles, exposent aussi au risque d'ischémie. Sur 4 cas publiés, en utilisant un sparadrap inextensible, on note 2 amputations distales. On peut rapprocher de ces cas celui d'une ischémie digitale après une syndactylie au doigt voisin, conduisant à une amputation distale. Enfin, l'oubli de garrots au doigt. Malgré l'importance de la pression délivrée par les garrots de doigt, l'ischémie semble incomplète. Cela est lié à la persistance d'une perfusion profonde au sein des structures incompressibles, os et tendons fléchisseurs. Ainsi, sur l'ensemble des 7 cas correspondant à un oubli de garrot de doigt, un seul cas, le cas rapporté par De Boer, conduit à une amputation chez un enfant de 5 ans. Pour les autres, dont un oubli de garrot pendant 6 jours, il n'y a pas eu d'amputation. Néanmoins, la série de 3 cas rapportés par Mallard, avec un recul important de 4 à 16 ans, confirme la persistance de troubles trophiques importants, comme la sensibilité au froid, dysesthésie, allodynie, raideur articulaire, troubles esthétiques, peau cartonnée, peau luisante, empreinte pérenne du sillon du garrot. En conclusion, ce cas extrême pose un problème médico-légal. Quelle peut être la part de responsabilité de chacun des intervenants? Le chirurgien qui a fait le pansement est-il responsable d'un manquement ou s'agit-il d'un aléa? Le service de l'accueil des urgences du centre hospitalier, qui n'a pas ouvert le pansement, semble avoir une grande part de responsabilité. Enfin, la jeune fille elle-même, en quittant les urgences à cause d'un temps d'attente trop long, participe également au dommage. À notre avis, ce cas clinique doit nous rappeler un principe élémentaire intangible. Un pansement douloureux doit toujours être ouvert. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. On passe d'un extrême à l'autre, là, mais avec des conséquences différentes. Oui, Xavier Martin. Merci de cette présentation, c'est vraiment incroyable de voir ces images et cette catastrophe. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez mentionné l'anesthésie locale en garrot? Oui, avec l'utilisation du garrot, vous voulez dire? Non, mais l'anesthésie locale... Ah non, il n'y a pas une anesthésie. Ah, il n'y a rien eu. Il n'y a eu qu'un pansement. On était dans une situation simple. Non, mais ce que je veux dire, c'est, est-ce que, dans votre discussion, est-ce que l'anesthésie locale avec le garrot non, sans garrot, mais en anneau, oui. Est-ce que c'est susceptible de donner des nécroses aussi? Il me semblait que c'était... C'est ce qu'on nous a appris quand nous étions petits, mais dans la littérature, je n'ai pas trouvé de mention, effectivement, de cas rapportés. Comme souvent, les échecs sont malheureusement pas toujours rapportés, et c'est bien regrettable. Bonjour, Hélène Sussman, médecin vasculaire. Est-ce que ces thromboses quand même sur tous les doigts de la main, dont 4 qui étaient veineux me semble-t-il, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager chez elle un trouble de l'hémostase? Est-ce que ça a été recherché? Non, ça je peux le dire. Je pense qu'on était... Vous savez, cette expertise s'est déroulée dans des conditions abominables. J'étais sous la pression de dénégations intenses et répétées et réitérées des médecins, de nos collègues médecins qui représentaient les compagnies d'assurance. Et il était hors de question de retenir le diagnostic de syndrome d'éviter qu'il n'y avait pas de syndrome de Loge, et ça c'était un combat épouvantable, tant, et je ne vous passe des dires, c'était affreux. Et malheureusement, j'avais envisagé, mais de prime abord, on n'avait pas de notion, mais je crois qu'effectivement c'est un point qui n'a pas été abordé. Je vous remercie. Oui.
La structure hospitalière a-t-elle été mise dans la cause dans cette affaire? Parce que finalement... Elle ne l'était pas au départ et j'ai demandé de la mettre en cause après parce que je ne sais pas quel est votre point de vue, mais pour moi, je dirais qu'on a l'habitude, un orthopédiste a fait des plâtres et tous les plâtres ne se passent pas simplement. Mais quand un plâtre fait mal, on le fend et je pense qu'un pansement, quand il fait mal, on l'ouvre. Je crois que, et donc, pour ma part, la part de la responsabilité de l'hôpital me paraît majeur, je dirais. Et c'était mon point de vue. Mais disons, là encore, j'ai subi des pressions importantes. Mais disons, pour moi, je dirais que ce n'est pas parce que la personne a fait un plâtre ou un pansement et qu'il fait mal qu'après, il est responsable de tout ce qui se passe. C'est la personne qui l'a vu qui ne répond pas à l'urgence, à mon avis. Je ne sais pas quel est votre point de vue, mais pour moi, c'était capital. Merci François. Je crois qu'effectivement, alors, tu vas peut-être nous donner la suite, parce que je me tourne vers le collègue expert près de la Cour de cassation comme toi. Vous voyez, c'est des expertises excessivement difficiles, mais ça s'est terminé comment au niveau Pour le du moment, jugement? je pense qu'il y a une Ah oui, d'accord, c'est pas fini, quoi, parce que, eu égard à l'importance des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, je pense que ça va durer encore quelques années, quoi. Je pense, mais disons, j'aimerais et je suis, parce que je n'aimerais pas qu'on détourne la vérité. Non, mais en matière d'expertise, la vérité, ça c'est toujours difficile. Hein. De toute manière, on peut toujours traduire en disant que, à mon avis, en tant qu'expert, la prise en charge n'a pas été effectuée conformément aux données acquises de la science orthopédique ou de la chirurgie de la main à l'époque des faits, mais ça devient très difficile. On va demander l'avis d'un expert. Oui. Oui, puisqu'on est plusieurs experts nationaux. En fait, la façon dont on apprend quand vous faites le diplôme d'université de réparation de préjudice corporel, c'est qu'il y a deux théories. Il y a la causalité adéquate, c'est-à-dire la dernière voiture qui rentre et qui va provoquer tout en chaîne. Et puis, il y a l'équivalence des conditions. Alors là, on est typiquement dans l'équivalence des conditions, c'est-à-dire que le chirurgien, il a serré un peu trop son pansement et que la deuxième personne aurait dû enlever le pansement, etc. Et donc, ça, c'est une enchaîne. Et donc, la façon de Salomon qu'on a en général, c'est d'attribuer, mettre le curseur, c'est comme le contrôle fiscal, quoi. Si dans votre voiture vous dites c'est tout personnel ou c'est tout, ça va pas marcher. Si vous dites c'est 30%, on a une manœuvre, on a une marge pour déplacer le curseur. Là, c'est la même chose. Vous mettez 30%, 70%, un truc comme ça. C'est un de mes ancêtres qui s'appelait Salomon qui avait fait ça un jour. Alors, cette attitude ne me convient pas parce que je ne vois pas. On a le droit de faire un pansement un peu serré, on a le droit de faire un plâtre qui n'est pas adéquat, mais je pense que le pourcentage sûrement doit être très... Alors c'est toute la notion d'expertise, on va lancer le débat, mais très très rapidement. Oui, il y a une main qui se lève là-bas, je ne vois pas derrière. Oui. Je suis chirurgien de la main, j'ai été formé avec Vladimir Mitz chez Monsieur Villain. Moi je trouve que la patiente a plutôt été bien suivie parce qu'elle a été revue. On est dans des heures, on n'est pas dans des jours déjà. Et deuxièmement, on ne sait pas ce qu'a fait la patiente. C'est-à-dire que moi, quand je fais un pansement, quand je fais un plâtre, je donne une feuille explicite que j'explique aussi au médecin traitant quand j'ai le temps par un courrier, en lui disant que il faut bien sûr pas faire de gestes importants ensuite. C'est-à-dire que si vous faites un pansement qui soit serré ou pas serré, si vous mettez la main en bas, par définition, il y a une gêne au retour veineux, et le pansement qui était bien au moment où la main était en haut devient compressif en bas. Si cette femme a ensuite fait du ménage, a fait n'importe quoi, emmené ses enfants à l'école, bien évidemment, la main a gonflé. Donc c'est très compliqué de savoir qui est la poule et l'œuf. De prime abord, il y avait des consignes, je dirais que... Mais on n'était pas là. Oui, Enfin, il y a des règles quand même à ne pas... un pansement comme un plâtre, on a appris ça quand on était tout petit, mais je crois qu'il faut que, quand il y a un problème, on regarde, quoi. Si on ne regarde pas déjà, alors là, c'est la spirale infernale, comme le disait Claude, après, ça devient excessivement difficile. Merci beaucoup.